Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Retirer ce monument reviendrait à nous dénier. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi on parle aujourd'hui en fait du jour des Sables d'Olonne et de la statue Saint-Michel? Eh bien tout simplement parce que la Fédération de la libre pensée a décidé, d'ailleurs en général ils entendent déboulonner toutes les statues religieuses un peu partout. En tout cas, ils l'ont fait à plusieurs reprises déjà. Et donc, le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel de Nantes, en septembre dernier, ont demandé à la ville des Sables d'Olonne de retirer la statue du domaine public. L'installation, alors ont-ils dit, de cette statue, c'est un emplacement public, est interdite par l'article de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État, la fameuse loi sur la laïcité, la fameuse, effectivement, 1905, tout le monde connaît l'histoire. Eh bien, le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, a saisi le Conseil d'État. Et pour les représenter, eh bien, François-Henri Briard, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Donc, vous avez effectivement représenté. De quoi s'agit-il, en fait? Quel est l'enjeu, exactement? Oui, bonjour André. Hier matin, nous avions au Conseil d'État une séance de jugement de filtrage, si vous voulez. Quand vous saisissez le Conseil d'État, il y a une première phase de sélection des affaires. Et hier, donc, le Conseil d'État devait décider s'il retient l'affaire ou pas. D'accord. Alors c'est ça le filtrage, c'est-à-dire qu'on sait. Alors c'est-à-dire que vous avez donc le Conseil d'État a retenu l'affaire. Ah, pas encore, si vous voulez. On a frappé à la porte. On a frappé à la porte pour rentrer. Le Conseil d'État admet à peu près 25 à 30% des pourvois en cassation. Hein. D'accord. Et alors c'est important parce que si le Conseil d'État ne nous laisse pas rentrer, n'admet pas notre pourvoi, l'affaire est terminée et donc la statue doit être déplacée. Ah d'accord, c'est ça. Et force reste, c'est parce que l'application de la loi de 1905. Et voilà, et de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes que vous avez mentionné. Oui. D'accord. Alors, quel est l'enjeu en fait? Parce que je rappelle simplement, dit Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, Saint-Michel, c'est aussi l'emblème d'un quartier. Cela fait 87 ans que la statue veille sur ce quartier. Auparavant, sur les écoliers de l'école Saint-Michel, tous les Saint-Michel devraient-ils disparaître? C'est toujours Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, qui parle. Nous ne céderons pas à ces ayatollahs. La République est laïque, la France est chrétienne. C'est ça l'enjeu, François-Henri Briard? Alors, on parlera peut-être tout à l'heure, André, de la question générale du déboulonnage des statues, hein, sur laquelle j'ai quelques idées, mais non, le problème est l'article 28 de la loi de 1905, hein, que vous avez cité. C'est un article qui est très simple, qui pose le principe selon lequel, dans les emplacements publics, il ne peut pas y avoir d'emblème ou de signe religieux, quelle que soit la religion concernée. D'accord. Il y a évidemment des limites à cette interdiction. C'est la préservation de l'héritage culturel et artistique d'un pays. Bon, et en particulier, et en l'occurrence de la France. Bon. Et c'est ce que dit d'ailleurs Aristide Briand. Hein. Aristide Briand, dans les débats qui ont précédé l'adoption de la loi de 1905, dit bien qu'il faut préserver ce qu'il appelle l'historique de la France. Hein. Et c'est ce que dit aussi le président Jean-Marc Sauvé, qui était vice-président du Conseil d'État, et qui a déclaré en 2016 dans une conférence que cet article, il parle de la vindicte de cet article de la loi de 1905, cet article ne s'applique pas à l'héritage culturel issu des religions. Donc la question est de savoir si cette statue qui mesure moins de 2 mètres, qui est une petite statue discrète, hein, sur une place dans un quartier modeste des Sables d'Olonne, si cette statue est un signe religieux. Bon, c'est la question. Donc il faut analyser la statue. Or, il se trouve que la statue, eh bien, c'est celle de Saint-Michel, qui est beaucoup plus qu'un personnage religieux. Hein. Saint-Michel, c'est un personnage abrahamique qui est donc vénéré par 3 religions monothéistes. Mais au-delà, Saint-Michel symbolise dans la civilisation occidentale les forces du bien contre le mal. Et si vous avez cité les parachutistes, pourquoi les paras ont-ils Saint-Michel comme emblème? Parce que Saint-Michel, c'est un guerrier. C'est un guerrier qui trucide un dragon avec sa lance, voilà, parce que il représente les forces du bien.
Et cette petite statue des Sables d'Olonne ne comporte aucun signe religieux. Aucun signe. Il n'y a pas la croix, il n'y a pas... Il n'y a aucune croix. Vous savez, le Conseil d'État en 2017 a statué sur la statue de Jean-Paul II à Ploërmel, qui comportait non seulement la statue de Jean-Paul II, mais une arche et une croix. Il a bien fait la distinction à l'époque en disant, écoutez, Jean-Paul II, c'est un personnage historique, international, très bien, il peut figurer dans un emplacement public. L'arche en elle-même ne présente aucun caractère religieux. En revanche, la croix, c'est pas possible. Et ce serait exactement la même chose pour un signe religieux d'une autre religion que la religion chrétienne. Bon. Mais là, si vous voulez, la caractéristique de Saint-Michel, c'est qu'on est en présence d'un personnage, je l'ai dit, qui a une signification générale, des significations multiples. Et dans cette décision de 2017 concernant le pape Jean-Paul II, la statue de Jean-Paul II, le Conseil d'État dit bien que ce qui est important, c'est que la statue ne manifeste aucune préférence religieuse ou reconnaissance d'un culte. Et quand vous regardez Saint-Michel, c'est un ange. C'est un ange, comme vous savez, les anges, les anges appartiennent à la culture religieuse, mais aussi à la culture profane. Mais François Ribéry, c'est quand même un symbole de la chrétienté. On ne peut pas le nier. La chrétienté, comme Jean-Paul II. La chrétienté l'a utilisé, mais il n'est pas présenté comme un personnage religieux. C'est un ange qui, encore une fois, terrasse un dragon. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a quand même quelque chose, vous avez raison de rappeler effectivement la loi, parce que moi, je crois, on est tous pour la laïcité, bien effectivement, sûr, et la séparation de l'Église, d'ailleurs de l'Église, de la mosquée, de la synagogue et de l'État. On est tous d'accord là-dessus. Mais le problème, quand même, on est en France, et vous avez raison de la poser, mais là, on va, non pas généraliser, mais enfin, en France, il n'y a pas 3 kilomètres qu'on fait dans la campagne, il y a des prix Dieu. À ce moment-là, est-ce qu'il faut... Non, mais c'est une question que je pose à l'homme de droit. Est-ce qu'il faut, au nom de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État, supprimer tous les prix Dieu? À ce moment-là, il faudrait les supprimer, qui parsèment les campagnes de France et même les villes. Les calvaires, les statues de la Vierge Marie. Dans mon village en Normandie, il y a 3 statues de la Vierge Marie. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, là vous évoquez, et je l'ai dit d'ailleurs à la barre du Conseil d'État hier au cours de la séance publique, vous évoquez une dimension qui est plus large, qui est celle du patrimoine et de l'héritage culturel et de la mémoire. Et de la mémoire. Et si vous voulez, et vous soulignez à juste titre que l'article 28 de la loi de 1905 est une très bonne chose, la neutralité des personnes publiques est un principe fondamental. Bien sûr. Mais attention, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons une identité, nous avons une mémoire, nous avons une histoire. Et il faut absolument la préserver. La préserver. Sinon, vous savez ce que c'est. Sinon, on sombre dans ce que l'on appelle l'iconoclasme. Oui, l'iconoclasme et la perte d'identité totale. L'iconoclasme, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, qui consiste pour une génération, une majorité politique ou je ne sais qui, à détruire ce que les prédécesseurs ont fait. Bien sûr. Et vous savez du passé, faisons table rase. Du passé, faisons table rase. L'iconoclasme a connu des extrêmes effroyables à Mossoul. À Mossoul, Daesh ne faisait rien d'autre que de détruire des statues. Bon. Et les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, etc. Absolument. Et les révolutionnaires dans notre pays, ce qui a été fait dans les années 1790, évidemment, a causé un préjudice irréparable à notre patrimoine, à notre héritage culturel. Donc il faut faire attention, il faut évidemment être attentif aux signes religieux, mais je pense qu'une statue comme celle-ci, Saint-Michel, avec des significations multiples, une signification patriotique, vous l'avez dit, il faut évidemment les préserver, et je pense personnellement que cette statue a sa place sur le domaine public, telle qu'elle est actuellement. Donc c'est au Conseil d'État de décider s'il ouvre la porte, s'il accepte de débattre de ce dossier ou pas. Mais alors justement, creusons un peu la chose, c'est très simple parce que vous dites, c'est vrai, il y a la dimension patriotique, il y a la dimension identitaire, mais il y a la dimension aussi mémorielle.
C'est-à-dire, est-ce qu'un pays doit garder, on en a parlé, ces signes, je dirais, ces signes culturels, ces signes civilisationnels, ça fait partie de ça. C'est à ce moment-là... et je voudrais... Il y a eu la polémique, je voudrais avoir votre avis aussi, François-Henri Briard, sur les crèches. Est-ce que c'est différent? Parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs maires qui ont laissé, on l'a vu encore à Noël, enfin à la fin de l'année, et ont fait des crèches qu'elles ont mis effectivement à l'intérieur de la mairie, en tout cas dans le hall d'accueil, et elles ont été forcées de les enlever au nom de cette loi de 1905, et on les a mis, alors certains les ont mis effectivement devant le parvis. Est-ce que c'est la même chose ou c'est un problème différent à votre avis? Non, c'est tout à fait proche, c'est la même problématique. D'ailleurs, hier, à la séance publique, le rapporteur public a évoqué la jurisprudence sur les crèches. Alors, c'est un problème que je connais assez bien parce que, et c'est public là aussi, j'ai représenté la région, lyonnaise dans ce dossier, et le Conseil d'État a une jurisprudence très équilibrée, considère que les crèches sont possibles si elles se rattachent à des traditions locales. Et vous voyez, les centeniers, par exemple, les centeniers dans le Midi de la France, voilà, ou en Auvergne, c'est une tradition, et donc c'est acceptable. Donc là aussi, il y a une ligne de partage. Oui, c'est très intéressant. En fait, mais est-ce que ce problème, d'après vous, ça fait quand même quelque temps, est-ce que ce problème se posait, parce qu'on a l'impression, alors je me trompe peut-être, corrigez-moi si, et l'impression que ce problème se pose depuis quelques années et qu'avant, en tout cas, il ne se posait pas de la même façon. Est-ce qu'il y a eu cette association Libre Pensée et d'autres qui disent non, il faut appliquer absolument tout ça, il faut être... Et est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une recrudescence ou quelque chose de plus aiguisé depuis quelques années? Je pense que le débat sur les signes religieux dans l'espace public était aussi très vif dans les années 1900, au moment du vote de la loi de 1905. Oui, quand vous regardez les débats, c'est quand même presque violent parfois. Donc c'est pas une question nouvelle, et on a tous connu dans nos familles, des réfusards, anti-réfusards, des républicains, des laïcs, des religieux, des monarchistes, voilà. Donc c'est une question qui divise les Français, et c'est bien d'ailleurs d'en parler. Ce qui, en effet, a peut-être accentué la pression aujourd'hui, c'est ce mouvement terrifiant de vouloir faire table rase du passé, vous l'avez dit, et de reconstruire une identité qui ne correspond pas du tout à notre histoire, de réécrire l'histoire. Et là, on débouche sur le problème plus large du déboulonnage des statues du général Lee, de Thomas Jefferson. Je suis un peu surpris d'ailleurs qu'elle soit encore à Paris, cette statue. Voilà. Non, et parce que justement, ça dépasse la laïcité, puisque vous avez vu qu'on veut débouler Voltaire, Napoléon, bien sûr, Colbert, n'en parlons pas, pour des tas de raisons. Alors, soit on dit, oui, mais attention, il faut être égal dans toutes les religions, soit effectivement, l'esclavage, ceci, cela. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne veut pas, quelque part, François-Henri Briard, et c'est ma dernière question, est-ce qu'on ne veut pas revisiter le passé avec le regard du présent, ce qui n'a rien à voir? Oui, absolument. Je pense que c'est très lié aussi à l'idéologie wokiste, à ce délire absolu qui consiste à vouloir réécrire l'histoire. Sur la statue de Saint-Michel, je voulais vous dire autre chose, André, c'est que hier matin, je n'ai pas représenté que la commune des Sables-d'Olonne. D'accord. J'ai représenté un officier parachutiste qui s'appelle Abdul Rahman, qui est de culte musulman, et qui a dit au Conseil d'État, moi je suis très attaché à Saint-Michel. Voilà. Oui, et il s'appelle Abdul Rahman. Comme quoi, ce n'est pas une question absolument... Et il a tenu absolument à être présent. Donc, la statue ne manifeste aucune préférence religieuse. Oui. Non, mais il était important de le dire. Merci François-Henri Briard, et nous suivrons l'affaire. Vous me direz si le filtrage a réussi au Conseil d'État. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et dizaines de milliers de personnes pour effectivement en célébration de Adama Traoré, justice pour Adama, avec en tête de cortège évidemment Assa Traoré, la sœur de Adama, et tout ce qui s'est passé ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on dit d'un côté Revolution has come, time pour
to pick up the gun. C'est-à-dire, d'un côté, on dit la révolution est arrivée, il est temps de sortir les fusils, il est temps de prendre le fusil. Mais en même temps, Assa Traoré, qui d'un côté, effectivement, lève le poing et dit, allez, transperçons cette société patriarcale, blanche, etc., cette police assassine, etc., et bien d'un autre côté, c'est intéressant, parce que ça va plus loin encore que cette manifestation, ce mouvement. Eh bien, qui sponsorise aujourd'hui, entre autres, Assa Traoré? Eh bien, Louboutin, Christian Louboutin, le grand fabricant de chaussures de luxe, voilà. Et on a tous vu, en tout cas vous avez pu voir dans les réseaux sociaux, Assa Traoré, le poing levé avec des chaussures Louboutin en rouge vif. Voilà. Ce qui reste de la révolution, c'est quand même les chaussures Louboutin en rouge vif. C'est déjà pas mal. Et là, d'après un post, une photo qu'on a vue, on a vu Assa Traoré à New York en train de faire la promotion de quelle marque? Eh bien, Gucci, la marque de luxe Gucci. Et d'après le post, alors on n'a pas vérifié, le sac avec lequel elle pose lui a été offert par un des directeurs de Gucci pour l'Europe de l'Ouest. Assa Traoré est tout à fait welcome, et tout à fait la bienvenue si elle a envie de rectifier. Mais quand même, ce qui est intéressant au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, un peu partout, en France, aux USA et dans le monde, eh bien, les figures les plus marquantes de la révolution anticapitaliste ou anti-raciste ou anti-sexiste ou anti-patriarcal et le reste et tout le genre et ce que je veux et plus si affinité, eh bien, elle est sponsorisée de façon formidable. Regardez les encarts publicitaires sur les couples. Regardez la plupart des marques de luxe. Eh bien, les capitalistes, qui ont tout compris, en tout cas ces capitalistes-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils segmentent le marché. Vous êtes binaire, trinaire, cisgenre, etc. Aucun problème, on va vous faire des produits pour vous. Et quand un Louboutin, marque de luxe s'il en est, et quand un Gucci, marque de luxe si il en est, prennent effectivement Assa Traoré comme emblème, comme symbole, comme modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils réussissent cet admirable adage de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le grand capitaliste de Walmart qui a dit oui, la lutte des classes a eu lieu. La lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Est-ce grâce à Assa Traoré notamment? À vous de le dire et de le penser.